beau message. Nous restons dans l'interventionnel hépatique, mais c'est maintenant la destruction des tumeurs. Donc j'invite le professeur Olivier Serror de l'hôpital Avicenne à nous parler de son expérience qui est très importante et aussi très innovante. Il a été un des premiers à vraiment étendre les indications de destruction tumorale percutanée, notamment par l'utilisation d'aiguilles multipolaires, par l'utilisation de techniques innovantes comme l'électroporation. Olivier. Voilà. Merci Valérie. Merci de cette invitation à l'Académie de chirurgie. Ça fait pour ma part la deuxième fois que je viens. Alors j'aurais plus à me rappeler il y a combien de temps, il y a quelques années en tout cas. C'était dans ces lieux. Et donc merci aux deux modérateurs de m'avoir sélectionné pour cette session extrêmement intéressante. Alors effectivement, moi je suis radiologue et je fais de l'interventionnel et je fais surtout des procédures percutanées et je fais de l'ablation tumorale. On m'a demandé de parler de mon domaine de spécialité qui est plutôt le foie, et donc on va proposer un sujet de tumeur hépatique. Alors vous verrez que dans ce topo je vais quand même me concentrer sur le CHE parce que finalement les challenges qui me sont offerts sur le CHE valent très bien ceux des métastases et largement, et donc finalement qui peut le plus, peut le moins, et donc vous verrez que le fil conducteur, ma façon de penser, de voir les choses, il y a des messages pour moi aussi à en tirer pour le management des métastases. Alors effectivement, ce que je vous présente d'emblée, c'est des algorithmes décisionnels, thérapeutiques, pronostiques, appliqués un peu partout dans le monde pour la prise en charge du carcinome hépatocellulaire. Il y en a certains qui sont occidentaux, d'autres beaucoup évidemment asiatiques. Il y a des subtilités, des différences entre ces algorithmes, mais vous remarquez clairement que tous ces algorithmes font une division qui pour certains est artificielle entre ce qu'est une intention curatrice et une intention palliative. Mais, je veux dire, très clairement, à chaque fois, peu importe dans quel continent vous vous trouvez, on va mettre ce qu'on appelle les ablations, donc radiofréquence, micro-ondes aujourd'hui, on verra beaucoup de techniques, et on met ces techniques d'ablation à côté de techniques que vous connaissez bien, puisque c'est vous qui les réalisez, c'est-à-dire des techniques chirurgicales que sont la résection ou la transplantation. Et puis, pour des formes plus avancées, alors donc effectivement ces techniques curatrices sont évidemment préconisées pour des formes, on comprend, plutôt précoces. Et puis, dès qu'on passe sur des formes, hélas, trop avancées, on passe en intention palliative, et là on trouve, pour les plus utilisées encore aujourd'hui, les techniques endo-artérielles, notamment la chimio-embolisation, mais aussi maintenant, depuis quelques années, les thérapies ciblées. Et hélas, pour les patients réellement avec des formes très avancées, une comorbidité et une insuffisance hépatocellulaire grave, des soins de support. Mais je commence cette conférence par faire cette distinction entre ces deux intentions qui sont pour moi effectivement pas les mêmes. Pour en discuter, je sais que Valérie n'a pas tout à fait la même approche, et c'est intéressant, mais ça reste pour moi quelque chose d'important. Alors, je vais quand même insister. Voilà ce qui fait la différence entre, pour moi, un traitement curatif et un traitement palliatif. En fait, n'importe quel traitement oncologique aujourd'hui peut obtenir une réponse complète. Évidemment, c'est beaucoup plus fréquent quand on fait une résection d'une petite tumeur que quand on utilise une chimiothérapie. Mais enfin, les histoires de chasse, ça existe partout. Et donc, une réponse complète, donc potentiellement curatrice, peut arriver avec n'importe quel traitement finalement. Et pour autant, cette distinction entre traitement curatif et palliatif doit quand même être maintenue. Pourquoi? Parce qu'en intention, eh bien, si vous obtenez une réponse partielle avec un traitement dit curatif, quand vous êtes en consultation avec votre patient et que vous proposez une résection, si vous lui dites monsieur, hélas, je n'ai enlevé que la moitié de la tumeur, ou même 90%, ou 99% que vous avez laissé 1%, vous êtes en échec.
Or, l'oncologue, effectivement, quand ils préconisent une chimiothérapie, s'il a contrôlé 99% de la tumeur, c'est un beau succès. C'est ça la différence entre un traitement curatif et un traitement palliatif. Voilà, donc c'est une longue introduction, mais pour moi, effectivement, ça va guider finalement tout ce que j'ai essayé de faire, ou que j'essaye de faire avec mon équipe autour de l'ablation. Alors, comment on peut améliorer, et puisque la question c'est jusqu'où aller avec l'ablation, on peut améliorer la sélection, ça aussi, les chirurgiens l'ont fait pour les tumeurs hépatiques. On opérait beaucoup de patients il y a encore quelques dizaines d'années avec effectivement des résultats parfois, hélas, catastrophiques par défaut de sélection. Tout le monde n'est pas opérable, c'est pareil pour l'ablation, tout le monde n'est pas ablatable. Bien sûr, les niveaux de sélection ne vont pas être les mêmes, ça fait tout l'intérêt de l'ablation par rapport à la chirurgie, mais il y a bien une limite. Et effectivement, la sélection reste effectivement quelque chose d'important, y compris quand on veut pousser les indications. Améliorer l'efficacité elle-même de la technique, on l'a vu là tout à l'heure à travers des techniques qui n'ont rien à voir en eau veineuse, mais enfin, on peut effectivement par la technologie, la technique, améliorer et aller plus loin dans l'audace, si je puis dire, en interventionnel. La chirurgie fait partie de l'interventionnel. Et puis, surtout quelque chose sur lequel aussi j'insisterai, c'est améliorer la faisabilité. Il y a effectivement des patients qui se présentent à nous et qui sont considérés comme non théoriquement des bons candidats à une technique, par exemple l'ablation, pour faire ce que je vous ai montré sur ces algorithmes, petite tumeur, pas trop étendue, etc. Et qui, hélas, on va considérer que ces patients, pour des tas de raisons, et vous allez voir en imagerie pour lesquelles, en général, eh bien, ils ne sont pas ablatables. Et ça, c'est pour améliorer, si je puis dire, l'ablation ou tout traitement, c'est améliorer sa faisabilité. Alors, j'ai pris quelques sélections dans la littérature pour améliorer quelles sont les choses qu'on pourrait faire pour améliorer la sélection. Bien sûr, on peut améliorer la sélection en disant au-dessus de telle taille, au-dessus de tel nombre de tumeurs, eh bien non, on ne peut plus faire l'ablation, etc. Bon, ça, effectivement, tout le monde le fait, c'est à la base des algorithmes, ça a tout sous le sens, mais il y a des choses probablement plus subtiles qu'on peut faire aujourd'hui, qui reposent sur la biologie des cancers, et qui consistent à évaluer, estimer leur potentiel agressif. Et en ce qui concerne le carcinome hépatocellulaire, par exemple, cette équipe a essayé de construire un score qui prédit en quelque sorte la micro-invasion vasculaire qui, comme vous le savez, est l'un des critères pronostiques majeurs du traitement du carcinome hépatocellulaire, notamment pour la chirurgie. Le problème, c'est que pour avoir ce critère, il faut, par définition, c'est un critère histologique qui nécessite toute la pièce opératoire, il faut déjà opérer le patient. C'est pas exactement ce qu'on veut, on voudrait l'avoir a priori. Donc ils ont construit un score, ici, qui vaut ce qu'il vaut, et ils ont effectivement, rétrospectivement, à partir de ce score, essayé d'évaluer s'il était prédictif de devenir des patients après chirurgie ou ablation. Et on voit qu'effectivement, les patients qui ont un score d'agressivité prédictif de micro-invasion ont de moins bons résultats, aussi bien avec la chirurgie qu'avec la radiofréquence, mais pour la radiofréquence, ici c'est une technique d'ablation la plus ancienne, c'est bien le taux de récidive est bien plus important qu'après chirurgie de résection, et on comprend bien puisque l'ablation essaye de faire comme la chirurgie, si je puis dire, mais enlève des volumes tumoraux, des secteurs tumoraux anatomiques largement inférieurs à ceux de la radiofréquence, et ce qui explique ce différentiel. Ça, c'était pour un exemple de meilleure sélection, on va dire, un peu plus subtil que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, ensuite, on peut améliorer les technologies. Donc, je ne ferai pas un long catalogue des ablations aujourd'hui disponibles, ça serait pénible, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je vous prends quelque chose qui, pour moi, est emblématique de ce qui se passe dans ce monde-là, enfin, dans le monde de l'ablation. Après la radiofréquence, sont arrivées bon nombre de techniques, essentiellement des thermothérapies, comme la radiofréquence, c'est-à-dire qu'il faut détruire les cellules en provoquant un échauffement tissulaire. Et donc on peut mettre plusieurs énergies, la radiofréquence en était une, et ce qui est arrivé peu de temps après, c'est les micro-ondes. Et on a considéré qu'effectivement sur des principes physiques, les micro-ondes, ça c'est les courbes de température qu'on peut obtenir en faisant une application par micro-ondes et une application par radiofréquence, vous voyez, et en mesurant les températures,
eh bien, on se rend compte que si on utilise les micro-ondes au lieu de la radiofréquence, vous voyez une élévation thermique beaucoup plus importante et plus rapide qu'en radiofréquence. On en a conclu très rapidement que les micro-ondes étaient une technique probablement supérieure à la radiofréquence pour faire des volumes tumoraux beaucoup plus importants. Alors il faut toujours regarder de près ce qui nous est proposé d'un point de vue théorique et évidemment valider ça en clinique. Et les validations cliniques, alors il y a des études randomisées peut-être maintenant, mais enfin elles ont tardé à montrer finalement une translation en clinique de cette supposée supériorité des micro-ondes par rapport à la radiofréquence. En gros, on ne faisait pas plus gros, il y avait autant de récidives locales après radiofréquence que après micro-ondes. Alors pourquoi? Eh bien, quand on revient au papier qui a mis, j'ai envie de dire, le feu aux poudres, eh bien, il fallait voir ça. C'est-à-dire que la mesure de température que vous voyez, à partir desquelles on a construit ces courbes, elle s'est faite à 5 mm des applicateurs. À 5 mm des applicateurs, c'est-à-dire pas très loin de l'aiguille qui délivre l'énergie, il ne se passe jamais rien, tout le monde y arrive. Donc il aurait fallu, pour être discriminant, faire la même mesure, et bien plus loin, là où on échoue. Et on n'a pas cette information. Alors, en vérité, les micro-ondes font un peu plus gros que la radiofréquence, c'est vrai, mais pas tant que ça, et ce qui explique pas suffisamment, en tout cas, pour avoir un différentiel en clinique. Alors, on fait aussi souvent, pour améliorer l'efficacité d'une technique, on pense souvent, et ça c'est normal, c'est naturel, si j'ai envie de dire, c'est même primitif, on essaye de combiner des choses qu'on connaît bien. On s'est dit, la radiofréquence est limitée en termes de volume tumoral, alors pourquoi pas y ajouter quelque chose dont on connaît l'efficacité antitumorale, par exemple l'embolisation, voire la chimio-embolisation. Et effectivement, ça c'est des études rétrospectives poulées, hein, on voit qu'effectivement, quand on associe la radiofréquence à la chimio-embolisation, eh bien, on augmente de façon significative l'efficacité en termes de récidive locale des ablations, mais cela n'est valable que pour les tumeurs de taille intermédiaire, c'est-à-dire entre 3 et 5 cm. Sinon, en deçà, la radiofréquence toute seule fait aussi bien l'affaire, il n'y a pas besoin d'y ajouter la chimio-embolisation. Alors ça, effectivement, c'est facile à faire, on peut le faire partout, et ça a un grand succès. Ça a eu un grand succès, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça manque un peu de subtilité. En tout cas, je considère que ça ne va pas résoudre tous les problèmes qu'on rencontre, et vous allez voir que ce n'est pas juste un problème de taille, hein, pour améliorer l'efficacité et pour pousser les indications, ce n'est pas juste un problème de volumétrie. Il faut aller de façon un peu plus, j'ai envie de dire, intime dans ce qu'est la biologie des tumeurs hépatiques et celle du CHI en particulier. Et ça, on la connaît grâce à vous, chirurgiens, parce que pendant longtemps, et vous continuez à le faire, vous faites des résections hépatiques et les anapathes analysent les pièces opératoires et nous décrivent ce qui se passe exactement dans l'extension locale de la tumeur. Et ça, c'est très important, puisque nous aussi, on fait des traitements locaux. Et jusqu'à présent, on avait une approche conceptuelle des ablations assez basique, qui consistait à dire, on se met au milieu de la boule, et on fait une plus grosse boule que la boule, donc on a toute la boule, plus une marge. Sauf que, les tumeurs ne sont pas toutes des boules, qu'elles sont localisées dans des environnements pas forcément isotropiques, je veux dire en termes de perfusion. Si on a un versant hilaire, c'est plus perfusé qu'un versant sous-capsulaire. Et que vous le savez bien, l'extension, en tout cas du CHI, se fait par voie micro-sinusoïdale et qu'elle va se faire donc plutôt downstream que upstream, c'est-à-dire dans le sens du courant portal plutôt que vers le hile. Et donc effectivement, cette idée de faire une marge totalement symétrique, ronde, sphérique, est peut-être pas tout à fait logique. D'où d'ailleurs le concept de résection anatomique versus tumorectomie. Hein, il repose quand même bel et bien sur cette connaissance. Et cette connaissance, c'est cette étude que moi j'aime citer, même si elle est très ancienne, nous voyons encore, mais elle est tout à fait vraie. Eh bien, selon qu'on est sur le versant capsulaire ou le versant hilaire, eh bien, le nombre de micrométastases qu'on peut trouver à distance d'une tumeur principale sur pièce opératoire n'est pas du tout le même. Ce qui veut dire en pratique qu'effectivement, les chirurgiens ont probablement raison d'essayer de faire des résections anatomiques, et que nous, si on veut essayer d'approcher leurs résultats en termes
de contrôle local de la maladie, on a peut-être intérêt à avoir des marges de sécurité un peu plus importantes dans certains endroits et moins importantes que sur d'autres. Donc, ça va quand même complexifier conceptuellement notre approche. Jusqu'à présent, je vous l'ai dit, on mettait une aiguille au milieu de la tumeur et on essaie de diffuser de façon isotropique toute l'énergie pour couvrir toute la boule et avoir cette fameuse marge de sécurité. Alors on était très vite évidemment limité en taille et puis l'incertitude était grandissante plus on s'éloignait de la source d'énergie, ce qui explique nos nombreux échecs. Alors on s'est dit, à que cela tienne, on n'a qu'à mettre plusieurs applicateurs. Mais ça, c'est la forme, on va dire, multimonopolaire. On met plusieurs applicateurs, mais on fait une sommation de plusieurs boules. Alors, effectivement, ça marche mieux, on va augmenter la volumétrie de ce qu'on fait, mais ça reste, vous voyez, très... voilà, je veux dire, ça reste la sommation de problèmes, quand même. C'est la sommation peut-être de solutions, mais c'est la sommation de problèmes aussi. Alors, il y a une autre façon aussi de faire, et c'est celle qu'aujourd'hui, nous, on privilégie depuis fort longtemps, c'est de faire, certes, insérer plusieurs applicateurs, mais les faire travailler ensemble, c'est-à-dire faire en sorte que l'énergie aille d'un applicateur à l'autre, et cette fois-ci, vous voyez conceptuellement, les applicateurs ne sont plus appliqués au milieu des cibles, mais en périphérie. Et ça, c'est important parce que ça nous vient de chez vous à nouveau. On sait qu'effectivement, là où il faut mettre le paquet, en quelque sorte, c'est sur la périphérie. C'est là où on va avoir des récidives. C'est faire la marge de sécurité et après, finalement, se débrouiller pour avoir la tumeur. En gros, si vous coupez tout autour de la tumeur est morte. Nous, si on fait l'ablation tout autour de la tumeur, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est pas être réalisable avec un système aussi simple que celui qu'on appelle à ablation radiaire centrifuge. Il faut avoir des systèmes à ablation convergente centripète, c'est-à-dire ce que j'appelle multibipolaire, où vous voyez que les champs électromagnétiques sont créés entre chaque combinaison d'électrodes et avancent de 2 AD. Alors, notre technique, radiofréquence multibipolaire, que nous on appelle aujourd'hui no touch, parce que vous avez compris que les applicateurs on les met en périphérie de la tumeur, on a essayé de savoir si effectivement ça améliorait les choses par rapport à ce qu'on connaissait de la radiofréquence monopolaire. Alors, on n'a pas fait d'études randomisées, on a fait une étude rétrospective mais matchée avec un score de proportion et vous voyez que sur un nombre quand même assez important de cas, eh bien, il y avait un bénéfice. Hélas, pas en survie globale, on aurait aimé, c'est pas le cas, mais en tout cas, si vous vous rappelez de mon concept de traitement curatif, en termes de qualité de contrôle de la maladie tumorale, vous voyez qu'on est dans chaque catégorie, même en stratifiant la taille des tumeurs, et bien même pour les toutes petites tumeurs, une approche no-touch multibipolaire permettait un gain significatif en termes de contrôle local, c'est-à-dire en termes de diminution de la récidive locale après ablation. Alors, ça c'est pour la technique, c'est pour ça que je vous ai montré effectivement pourquoi on est parti sur cette voie et depuis fort longtemps. Et puis, il y a quelque chose de très important, une technique ne vaut que par sa faisabilité. Si elle n'est faisable que chez 1% des patients, donc certes, c'est très intéressant, mais ça ne va pas résoudre réellement le problème qu'on rencontre au quotidien. Et le problème de faisabilité en termes d'ablation, ils sont multiples. Ils sont résumés ici sur cette slide. Et les plus importants pour nous en radiologie interventionnelle, c'est évidemment la localisation des tumeurs, celles qui sont sous-capsulaires parce qu'elles sont supposées saigner, c'est vrai, plus, ou essemées, ou celles qui sont centrales parce que là, le risque de chauffer quelque chose au centre du foie, c'est le risque de dommages collatéraux irréversibles et létaux, bien sûr. Et puis surtout, quelque chose de très important pour nous, radiologues, c'est le fait que les cibles ne soient pas visibles. On est supposé mettre un applicateur au milieu d'une cible, voire autour d'une cible, et encore faut-il voir la cible. Et ça, effectivement, ce sont des situations qui vont rendre les patients pourtant éligibles d'un point des algorithmes que je vous ai montrés, non éligibles au traitement, simplement pour un problème de faisabilité. Alors effectivement, il va falloir là puiser dans les ressources technologiques pour réduire ces infaisabilités, purement technologiques. Alors, il y a aussi la taille. Au-delà d'une certaine taille, on se dit la radiofréquence, ça ne peut plus faire, ou l'ablation en général, ça ne peut plus faire. Quand on multiplie les applicateurs, je vous l'ai montré sur une autre slide, on peut faire
des volumes plus importants, mais quand on les fait travailler ensemble, comme je vous ai montré, c'est-à-dire en périphérique, on essaye de travailler en périphérie de la tumeur, non seulement on peut faire des boules plus importantes, mais on peut faire aussi des choses qui ne sont plus des ronds, qui ne sont plus des ovales, qui permettent effectivement d'avoir une approche anatomique de l'ablation et donc faire ce que moi j'appelle ici du cutting, c'est-à-dire pas s'amuser ici une tumeur capsulaire à tout brûler ici et prendre le risque d'avoir une perforation gastrique parce que le foie n'est jamais, l'estomac sur une tumeur du lobe gauche comme ça n'est jamais très loin, mais simplement se contenter de faire l'ablation de sa connexion avec le foie, ça suffit amplement et ça peut marcher, mais on peut faire des gros volumes de tumoraux. Une tumeur comme celle-ci qui n'est pas du tout ronde et qui est infiltrante, et en imagerie, celle-là, on a beaucoup de mal à voir les limites, mais on sait que c'est tel secteur, tel segment, eh bien, une disposition de ces applicateurs permet de faire une ablation segmentaire. Et vous voyez qu'effectivement, évidemment, ces formes poussées à leur extrême, on n'obtient pas de si bons résultats que pour des formes bien rondes, etc. C'est vrai, bien entendu, évidemment qu'on va avoir plus d'échecs. Mais on commence à avoir des courbes significatives, en tout cas ce n'est pas impossible, et pour certains patients, effectivement, il y a un vrai bénéfice, une vraie chance d'avoir un traitement, si ce n'est curatif, pour le coup, en tout cas avec une rémission suffisamment longue. Donc ça, c'est quelques exemples, et j'irai très rapidement. Voilà, hein, ça c'est juste pour vous montrer ce que c'est une ablation de touch, ça se voit très bien ici, ça c'était la tumeur initiale, ça c'est la tumeur après ablation, vous voyez, il y a le fantôme tumoral, et ici c'est la marge de sécurité. C'est extrêmement net, c'est clair, et en plus ça a été sous-capsulaire. Voilà, ici c'est alors là pour le coup, une volumineuse tumeur, elle n'est pas infiltrante, c'est une masse énorme avec une lésion fine. Eh bien, effectivement, sous certaines conditions, on peut faire une ablation extrêmement large. Cette patiente avait une fonction hépatique parfaite, évidemment. Là, on commence à rentrer dans les limites de la chirurgie aussi. Et on peut faire l'ablation non seulement de la masse, mais de la lésion fine. Cette lésion qui est exophytique, eh bien, en mettant les électrodes en arrière, sans jamais rentrer directement dans la tumeur, mais en faisant une ablation juste en arrière, en faisant converger les électrodes derrière, ben, vous voyez, on arrive à faire l'ablation du fantôme tumoral et de la marge de sécurité. Une dernière exemple, ça c'est une tumeur infiltrante, probablement avec une micro-invasion vasculaire. On n'en voit pas très bien les limites, on voit simplement un petit rehaussement au temps artériel. Eh bien, on met des applicateurs autour de la zone qui nous intéresse, pas vraiment au centre de la zone, je ne sais pas quel est le centre de cette zone, et on fait une ablation qui ressemble à une espèce de wedge ablation et qui a des chances effectivement de oncologiquement faire sens. Ça, c'est les techniques qui chauffent. Et si on veut faire des tumeurs centrales, les techniques qui chauffent, on est embêté cette fois-ci parce qu'il y a des voies biliaires, les vaisseaux importants pour le foie et on ne peut pas chauffer comme ça. Et effectivement, la multiplication des sources d'énergie, et cette technique, c'est pour ça que je vous en parle, encore une fois, je ne vous ferai pas un catalogue, ça s'appelle l'électroporation irréversible. C'est une technique qui permet de tuer les cellules sans passer par une hyperthermie locale. Et donc la zone thérapeutique, alors c'est à nouveau une technique multibipolaire, entre parenthèses, il faut nécessairement au moins 2 applicateurs, on peut aller jusqu'à 6, c'est-à-dire 15 combinaisons possibles. Si vous mettez avec les schémas stratégiques d'implantation d'électrodes que je vous ai fait figurer tout à l'heure, vous pouvez couvrir toute la tumeur. Et la zone bleue, c'est la zone réellement traitée, et cette zone bleue, eh bien, il n'y a pas d'effet Joule. La mort cellulaire est provoquée par une transformation irréversible des propriétés membranaires. Et donc, on peut obtenir une nécrose complète des cellules tumorales sans prendre le risque de dommages collatéraux si par hasard il y avait une structure noble au contact de la zone d'ablation. Ça nous permet effectivement de prendre en charge cette tumeur. Elle n'est pas petite, je vous l'accorde, elle est un peu grosse déjà, mais enfin, en tout cas, des petites tumeurs localisées au centre du foie sont des contre-indications à la radiofréquence. Si ces patients ne sont pas chirurgicaux, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de traitement d'après les algorithmes curatif possible, simplement par la localisation. C'est pas le stade tumoral c'est juste la localisation. Et bien, cette technique, qui cette fois-ci ne chauffe pas, permet, vous voyez, de traiter cette tumeur au contact très clair avec le hile et forcément la convergence biliaire sans prendre de risque. C'est notre série, vous voyez, donc cette technique, elle est réservée à ces formes un peu particulières, un peu complexes, qui jusqu'à présent étaient considérées comme infaisables pour l'ablation. Alors,
Un dernier point, quelque chose d'important en termes de faisabilité, c'est la visibilité. Je vous en ai parlé. Ça, c'est une équipe très entraînée. C'est une équipe coréenne. Je veux dire, l'échographie, ils savent très bien faire en Corée, croyez-moi. Eh bien, ils disent que leurs patients tout venant, avec petit CHE, des indications non, pas contestables de radiofréquence, eh bien, pour 26% d'entre eux, eh bien, ils ne voient pas la cible en échographie et donc ils ne sont pas très loin de considérer que l'ablation n'est pas possible. Donc ça fait 26% de patients pour lesquels on ne peut pas proposer de traitement à visée curatrice, tout simplement parce que la lésion n'est pas visible. Alors, ce type de problème, ça nous amène à nous poser la question de quel type d'imagerie de guidage doit-on utiliser? Est-ce qu'il faut se contenter de l'échographie? C'est ce qu'on faisait dans les années 90, 2000, etc., 2010. Aujourd'hui, les technologies d'imagerie, comme bon nombre de technologies dans la santé, ont énormément progressé et on peut utiliser finalement, grâce aux techniques de fusion d'image, toutes les techniques d'imagerie en même temps, parfois en temps réel, et utiliser toutes leurs propriétés spécifiques pour améliorer la visibilité des cibles. Et ça, c'est un schéma que vous connaissez déjà. C'était les techniques multimonopolaires versus multibipolaires. Juste pour vous montrer que la combinaison de ces techniques de fusion d'images, parce que évidemment, elles introduisent des potentielles erreurs de ciblage, parce que certaines, il faut être sûr que par exemple l'échographie synchronisée à l'IRM préopératoire, c'est parfaitement matché. Souvent, vous avez des déformations élastiques qui ne sont pas bien corrigées par nos algorithmes, et donc vous avez un défaut de repérage des cibles. Eh bien, ces techniques-là vont être très sensibles effectivement à ces défauts de repérage, et ici c'est la vraie localisation de la tumeur, et ici c'est celle qui apparaît avec ces techniques-là, et bien vous loupez, vous avez un échec. Alors que si vous avez une technique ici multibipolaire, où encore une fois on s'intéresse à faire l'ablation de la périphérie, même avec cette erreur, à condition évidemment qu'elle ne soit pas si importante que ça, vous avez quand même une réussite, c'est-à-dire une ablation complète. Donc on augmente la faisabilité, et ça c'est aujourd'hui ce que j'utilise en routine classique. Maurice tout à l'heure vous a montré ces techniques aussi en imagerie pour les voies veineuses. J'utilise non seulement de l'échographie, mais aussi une espèce de scanner que je réalise sur table alors que le patient est endormi pour repérer la lésion, la représenter en 3 dimensions dans l'espace et pouvoir mettre les électrodes comme je vous l'ai montré sur mes petits schémas tout à l'heure. Ça c'est du temps réel. Là ici c'est un exemple de patient qui a un CHI infiltrant. On lui fait ce CBCT, cette espèce de scanner avec une table d'angiographie 3D, avec une injection intraveineuse auto-artérielle comme un scanner. Alors évidemment, c'est moins beau, joli qu'un scanner, mais c'est suffisant. Vous remarquez au passage qu'il a un TIPS, donc c'est un patient assez grave. Et la tumeur, bon, elle est quelque part ici, on la voit très peu, mais enfin, on avait un scanner préopératoire. On est capable, sur ce scanner, de segmenter une tumeur que je représente ici. Je synchronise l'échographie, alors il est quand même assez grave, hein. Il a de l'acide. L'acide, je l'ai créé aussi un peu parce que je ne voulais pas brûler son diaphragme, parce qu'ici, si ça c'est sa tumeur, il va falloir faire une ablation wedge, comme je vous ai montré tout à l'heure, et donc pas entraîner de dégâts diaphragmatiques. Et ça, eh bien, c'est ce que j'utilise pendant l'ablation aussi, c'est-à-dire non seulement l'échographie pour voir l'avancée de mes aiguilles en temps réel, là on en voit une ici avancée, mais aussi cette représentation 3D assez efficace qui est fluoroscopique avec un arceau qui bouge pour être sûr et certain que mes électrodes, vous voyez, circonscrivent toute la zone qu'il est nécessaire de traiter. Alors si on n'utilise pas toutes ces techniques, et là je vais essayer d'accélérer, j'espère que je suis encore dans les temps. Non, bon, j'ai essayé d'accélérer. Si on n'utilise pas toutes ces techniques, eh bien, effectivement, on va se déplacer vers des techniques qui ne sont pas réputées pour être aussi radicales que l'ablation. Et c'est quand même, ça a été même clarifié récemment dans le BSCLC, ça s'appelle Migration Staging Strategy, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas faire de transplantation, si vous ne pouvez pas faire de résection, si vous ne pouvez pas faire d'ablation, alors faites de l'embolisation. Voilà. Donc, oui, pardon. Et donc ça, effectivement, jusqu'à présent, les algorithmes se contentaient de cette première partie-là, et là, enfin, effectivement, c'est clarifié. Mais ça, c'est mieux. Ça veut dire qu'effectivement, parce que, effectivement, c'est ce qui se passe dans la plupart des centres. C'est ce qui se passe dans la plupart des centres, et on comprend. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si réellement, voilà, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut se contenter de cette stratégie-là? Ou est-ce qu'au contraire, il faut
faire comme dans mon centre, essayer d'insister pour faire en sorte qu'on ait le moins possible le recours à cette fameuse Migration Treatment Strategy. Et ça, c'est une étude comparative qu'on a fait avec l'équipe de Valérie Ligrin, entre autres, mais aussi avec des patients qui venaient de Beaujon, pour comparer finalement cet ensemble que je vous ai décrit de pratiques de Jean Verdier par rapport à des prises en charge plus classiques qui intègrent cette stratégie de Migration Strategy. Et donc on avait évidemment forcément des patients très différents. Beaujon est un centre de transplantation, comme l'était à l'époque Henri Mondor, pas du tout Jean Verdier, où je travaillais à l'époque. Et donc vous voyez, on avait des malades tout à fait différents, mais qu'on a quand même matchés. Et on a extrait donc deux groupes qui étaient pour le coup parfaitement comparables. Bien sûr, c'est une étude rétrospective pour déjà regarder comment se distribuer les traitements proposés en première ligne entre ces deux groupes. Et puis vous voyez tout de suite l'effet du Migration Staging. Ça, c'était notre groupe. Et bien, dans les formes très précoces ici, eh bien, il y avait quand même une surreprésentation de la TACE. Qu'on voit ici, ce qui n'était un peu moins le cas chez nous. Et donc effectivement, eh bien, ce Migration Staging, encore une fois, nous fait choisir des traitements à visée un peu moins radicale en première ligne, avec effectivement parfois la possibilité secondairement de rattraper les choses avec une chirurgie, une transplantation. Mais en fait, ça a un coût. Je ne vous montrerai pas toute l'étude. Ça a un coût en termes de survie et c'est même un coût en termes financiers. Il est possible qu'effectivement, si on a trop recours à ce genre de stratégie, qu'on coûte plus cher et qu'au final, à staging égal, les patients aient une espérance de survie, ou en tout cas sans tumeur, moins bonne. Évidemment, c'est une étude rétrospective, c'est pas une preuve, mais c'est un concept qui mérite d'être exploré. Et je crois qu'effectivement, en tout cas l'ablation, et la question que m'était posée, jusqu'où aller, eh bien le plus loin possible. Je pense qu'il faut aller le plus loin possible, c'est dans l'intérêt des patients. Et donc, pour aller le plus loin possible, on ne peut pas se reposer complètement sur ce confort du Migration Staging. Et donc, pour aller le plus loin possible, c'est comme partout, et notamment en chirurgie, il faut utiliser toutes les technologies avancées, les adapter, et effectivement, pour de moins en moins, effectivement, recourir à des traitements mal designés pour des catégories de patients pourtant accessibles à un traitement curateur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Non, bravo, parce que là, on touche des possibilités. Mais vous avez innové. Il y a combien de centres en France qui font comme vous maintenant? Trop peu. Voilà. C'est vrai, mais alors bon, il y en a quand même. Vous avez vu, puisqu'il y a une étude rétrospective où il y a encore quelques centres qui continuent à faire, à avoir cette approche-là. Je note que, par exemple, vous parlez de l'électroporation. L'électroporation est une technique extrêmement complexe à mettre en œuvre. En plus, la machine était, pour le coup, en termes d'ingénierie, très mal foutue. Donc, ça a rebuté beaucoup d'opérateurs. Bon, on a cette envie-là. Donc, effectivement, on a repris le truc sur le centre et on a fait beaucoup de patients. On a ressuscité un certain entrain pour l'électroporation et beaucoup de centres, notamment à la PHP, mais pas que, en France, et qui est une situation un peu particulière, ont adopté l'électroporation. Donc effectivement c'est long. La réponse c'est que c'est long, mais effectivement pour autant il faut insister et petit à petit cette approche conceptuelle. Voilà. Je précise ma question. Qu'est-ce qui rebute le plus, la technologie ou le temps passé, l'implication? Je pense que c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps parce qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est importante. Et ça, Boris l'a dit tout à l'heure aussi pour un autre sujet, mais c'est vrai, la courbe d'apprentissage est un vrai problème. Donc pour finalement un nombre limité parfois de patients, même si on les concentre sur certains centres, et puis il y a l'habitude.
Bien sûr. Il y a l'habitude. Et il faut quand même... On est des scientifiques. C'est comme la chirurgie. Hein. On est des scientifiques, mais on est quand même un peu prisonnier des habitudes et l'innovation, à partir d'un certain point, c'est compliqué. Voilà. Je voudrais insister, et tu l'as très bien dit, on voit que c'est de la technique, c'est de la technologie, il y a des innovations extraordinaires, mais au-delà de ça, il y a des concepts. Et beaucoup des concepts viennent de la biologie, de la tumeur, et en particulier de votre expérience de chirurgie hépatique. Et l'envahissement, l'invasion microvasculaire, les nodules satellites, on a beaucoup appris, je crois, grâce à vous, justement en disant ce n'est pas que la destruction d'une tumeur de 3 cm, mais quelle est la biologie? Et on est en train de, aujourd'hui, décortiquer encore mieux la biologie de ces tumeurs. Et peut-être qu'à tumeur à taille égale, on proposera dans quelques années des vrais traitements personnalisés. Voilà. Une question concernant les moyens physiques de chauffer. Sur les ultrasons de très haute fréquence, quelle est votre expertise? Est-ce que, à part, on en parlait avec Mme Villegrain sur l'obstacle des côtes, par exemple, qui est... Alors, c'est une méthode très attractive, dans le sens où là, pour le coup, on n'est pas supposé... Alors, elle est strictement non invasive en théorie, puisqu'on ne rentre plus d'un instrument, plus d'aiguille, et pourtant on provoque à distance un échauffement. Alors c'est très évident, ça attire, mais enfin j'ai travaillé en montant pour faire ma thèse des sciences dans un laboratoire très avancé sur cette technologie-là, et donc vous voyez, je suis plus tout jeune. Elle a toujours pas percé vraiment. Pourquoi? Parce que c'est très cher, très long, et on est tous effrayés par l'idée, enfin surtout les patients, mais parfois par les docteurs aussi, par l'idée de rentrer quelque chose dans un foie. Mais enfin, c'est pas si invasif que ça. En revanche, rester 5 heures ou 6 heures dans un IRM avec faire de la course-poursuite, parce que non seulement il y a les côtes, mais le foie bouge, et donc la cible, pour focaliser l'ultrason, ça prend un temps phénoménal. Malgré la puissance de calcul de nos ordinateurs aujourd'hui, ça reste tout simplement pas réaliste, c'est pas cost-effectif. C'est une voie de recherche encore ou pas? C'est utilisé sur des choses raisonnables. Sur un squelette ça bouge pas. Les métastases, bon, vous focalisez les trucs, donc ça va. On a du matériel raisonnable qu'on peut produire et ça donne des... Voilà. C'est utilisable sur des utérus, ça bouge pas trop non plus. Et puis on fait du fibrome, donc on n'a pas besoin de faire de l'ablation complète, il faut juste faire de l'ablation partielle et on résout les symptômes. En oncologie, bon voilà, c'est très attractif conceptuellement, mais là pour le coup, c'est un peu comme les micro-ondes, quoi. Hein, je veux dire, ça attire, mais sur le métier, c'est pas si intéressant que ça, je trouve. Voilà, c'est une... Merci beaucoup. Jean-Pierre, vous avez une autre question? Oui, utilisez-vous la réalité augmentée pour localiser justement les tumeurs, comme on peut le voir pour... En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui, c'est ce que je vous ai montré là. Hein, je fais figurer ce machin qu'on voit un peu tourner, il n'existe pas. C'est juste quelque chose qui est construit, qui est rapatrié d'ailleurs d'un examen qui a été fait parfois 15 jours avant, qu'on synchronise et qu'on affiche de façon artificielle. C'est ça. Et il est asservi, son mouvement est asservi à l'arceau, donc c'est de la réalité augmentée et même virtuelle. Alors il faut faire attention, il faut inventer avec ça des cordes de sécurité pour toujours être sûr qu'on n'est pas dissocié, parce qu'il peut arriver n'importe quoi. L'anatomie peut changer au cours de l'intervention, un épanchement, un machin. En temps réel. Oui. Et donc l'un des tips, c'est de mettre au point des techniques d'autocontrolling permanent pour être sûr et certain que ce qu'on voit d'affiché virtuel corresponde à de grandes chances encore de correspondre à la réalité pour ne pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup. Avant de passer, je voudrais juste faire une remarque concernant peut-être les deux intervenants précédents. Il me semble que vous êtes dans des domaines très très spécialisés et qu'il manque, semble-t-il, un système d'organisation territoriale, de concentration de l'expérience
pour peut-être la régionaliser et permettre peut-être des études sous forme de registre national qui apporteraient plus de significativité à ce que vous faites? Alors, on est quand même organisé. Hein. La radiologie, la Société française de radiologie a fait d'énormes efforts en ce qui concerne la radiologie interventionnelle ces dernières années. Et donc, il y a eu des avancées très très importantes. Donc, on se connaît quand même relativement bien. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même des structures qui nous fédèrent et qui travaillent bien, qui travaillent notamment là où il faut travailler, sur les ministères, auprès des ministères. Et puis, en termes de maillage territorial, alors évidemment, tout reste encore... beaucoup de choses restent à faire. Mais oui, le maillage territorial, enfin, il n'y a pas de... Voilà, toutes les grandes régions ont des grands centres de radiologie interventionnelle qui savent faire beaucoup de choses quand même aujourd'hui. Non, les choses se sont améliorées de ce point de vue-là. Merci beaucoup.